Bonjour à tous, ici le Metal Geek pour votre chronique cinéma. Le Metal Geek Ciné. Le Metal Geek Ciné, une chronique assez rare sur la chaîne parce que on est avant tout ici pour parler de jeux vidéo à la base, mais je pense que vous le savez, le cinéma c'est quand même un truc que j'aime beaucoup, sinon j'aurais pas fait 2 films déjà, et puis de manière générale je ferais pas de vidéos, je serais pas dans l'audiovisuel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'avais envie de retracer un petit peu les films que j'ai pu voir en salle ou ailleurs en 2022. Alors ils y sont pas tous, mais il y en a quand même une sacrée bonne partie. En tout cas ce sont les films qui m'ont marqué pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Comme ça, je pourrais peut-être vous donner très vite fait mon avis sur certains films que vous avez peut-être pas vus, que vous avez envie de voir, ou au contraire des trucs peut-être que je vous conseillerais d'éviter. J'ai essayé de vous mettre les films dans l'année, dans l'ordre de sortie. Alors peut-être qu'il y en a 2 qui sont inversés, mais a priori ça correspond plutôt bien au truc. Allez, c'est parti. Scream de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Alors Scream, qui est en fait Scream 5, mais qui s'appelle Scream. Alors vous savez que c'est un petit peu la mode en ce moment, surtout dans les films d'horreur, j'ai l'impression d'appeler les nouveaux épisodes par leur nom d'origine. Donc là, ce film s'appelle Scream. Alors c'était au tout début de l'année, je vous avoue que je me rappelle pas de tout j'ai des souvenirs un petit peu flous de ce film-là, en fait. Mais Scream, c'est assez spécial comme délire. Mais si vous aimez bien cette espèce de côté un petit peu méta, qui joue un petit peu avec le vrai du faux, etc., c'est clairement une suite qui est dans la lignée de ce qui a été fait dans la série jusqu'à présent. Alors malheureusement, Wes Craven n'est plus parmi nous, paix à son âme, et je me souviens qu'un des trucs assez notables, c'était qu'il y avait des hommages un peu trop appuyés à Wes Craven dans ce film qui rendait certains trucs assez lourdingues. Mais de manière générale, le film était assez sympathique. Si vous êtes fan de Scream, en tout cas des 4 épisodes précédents, je vous conseille plutôt de regarder celui-là qui devrait a priori vous plaire. Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer, donc adapté de la célèbre série de jeux vidéo qui n'est plus à présenter. Là pour le coup on est un peu dans notre domaine avec Tom Holland dans le rôle principal et Mark Wahlberg. Voilà. Uncharted. Visiblement, j'ai vu des avis sur internet de joueurs à qui le film a vraisemblablement plutôt plu. Moi, je me souviens que quand on était sorti de la salle de ciné, ma compagne était plutôt elle a passé un bon moment. Moi, j'étais déjà un petit peu en mode ouais, bon, c'est gentillé, c'est gentillé, mais c'est un peu le mauvais côté du terme, c'est gentillé, tu vois, c'est ok, ça existe. Uncharted, c'est malheureusement en fait un sous Indiana Jones. Je pense que c'est un terme qui colle bien dans le sens où c'est un film d'aventure, mais qui fait vraiment le strict minimum de ce que devrait faire un film d'aventure, et qui malheureusement, c'est un peu le genre de défaut qu'on peut retrouver dans ce genre de truc adapté en l'occurrence d'un jeu vidéo. Il se repose énormément sur ses acquis, il se repose énormément sur le succès de sa licence, ça raconte rien de super intéressant, et il y a de grosses facilités scénaristiques. Si vous êtes fan de Tom Holland, et si vous êtes du genre à ne pas vous prendre la tête zéro dans une salle de ciné, ce qui pour moi est un gros défaut, mais si c'est votre cas, c'est un film que vous pouvez apprécier, mais que dans tous les cas vous oublierez certainement très rapidement. Je conseille pas spécialement le film Uncharted. Ah, The Batman de Matt Reeves, le dernier film Batman à l'heure où je tourne cette vidéo, avec Robert Pattinson dans le rôle principal, un film qui dure très longtemps, et un film qui, à sa sortie, a suscité une énorme vague de critiques positives. Ça y est, c'est enfin le Batman que l'on voulait, c'est enfin le Batman où Batman c'est un vrai détective. Et on a pu constater, environ 1 mois après sa sortie, que la vague de hype était complètement redescendue. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, je pense que c'est que les gens ont pris du recul sur ce qu'était le film et ont vraiment vu en fait en quoi ça consistait. Pour la petite anecdote, c'est la première fois de ma vie, vraiment, parce que c'est un truc, même quand je déteste un film, ça ne m'arrive jamais. C'est la première fois de toute ma vie que je me suis endormi dans une salle de ciné. J'ai raté 10 minutes du film parce que je me suis endormi, ça ne m'arrive jamais, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Même chez moi c'est rare, mais alors dans une salle de ciné, je suis en mode sortie et même si le film est mauvais, je ne m'endors pas. Mais là, bravo Matt Reeves, tu as fait l'exploit avec ton film de réussir ça. Alors c'est un film évidemment que j'ai détesté. Il y a des films plus détestables sur Batman qui sont sortis, mais j'ai vraiment pas passé du tout un bon moment avec ce film-là. C'est beaucoup trop long, ça raconte rien d'intéressant. C'était pourtant une bonne idée de nous faire
Enfin, un film un petit peu centré sur l'homme mystère. Moi, j'étais content. En fait, ils en ont fait un Joker bis. Donc, c'était insupportable à regarder parce que, visiblement, au cinéma, les producteurs se disent que ça ne peut pas marcher de faire un film Batman avec un autre méchant que le Joker. Quand je dis qu'un autre méchant que le Joker, j'entends par là un méchant qui rigole et qui se fait passer pour un fou. Voilà, pour les producteurs, visiblement, c'est la seule façon de raconter Batman. Mais il y a plein de choses qui étaient vraiment juste pas intéressantes dans ce film. C'est long, le côté détective, s'il vous plaît. Ça a été un truc. Oui, Batman, il résout vraiment des enquêtes. Est-ce que vous avez vu la gueule des énigmes et des enquêtes qu'il y a dans ce film-là? Je pense qu'un enfant de 4 ans, en vrai, il réfléchit 10 minutes, il trouve toutes les réponses. Franchement, non, je suis désolé, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont bien aimé ce The Batman, mais j'ai vraiment détesté. Et puis, en dehors de ça, ça m'a rappelé un petit peu la trilogie de Nolan. Alors, non pas que je n'aime pas la trilogie de Nolan, mais depuis la trilogie de Nolan, il y a une espèce de volonté d'ancrer l'univers de Batman dans un truc hyper réaliste. Et moi, j'ai un petit souci avec ça. Le fait que ce soit devenu une norme, notamment, parce que ça pourrait être intéressant, avec Nolan, c'était le début de ce délire-là. Mais moi, j'aime bien, tu vois, quand je regarde un film Batman, alors ça fait un peu vieux con ce que je vais dire, je suis désolé, mais c'est mon avis. Moi, j'aime bien quand je regarde un film Batman, le côté qu'il y avait dans les films de Tim Burton, le côté magique, le côté... il y a une ambiance particulière où on sent qu'on est dans l'univers de Batman, on sent qu'on est dans un truc qui est loin de chez nous, qui est un peu magique, alors qui est lugubre, mais magique. Et depuis les films de Nolan, c'est Batman à New York, parce que Gotham City maintenant c'est New York, Batman à New York contre les terroristes, quoi. Voilà ce que c'est Batman depuis la trilogie de Nolan. Ça pouvait être un parti pris au début, moi ça commence à me saouler parce que déjà les films de super-héros, j'en ai un peu ma claque, mais Batman c'est un peu à part encore des autres super-héros. Mais alors que ce soit qu'il n'y ait plus du tout de magie, plus du tout de rêve là-dedans, ça me déçoit au plus haut point. C'est quelque chose que Zack Snyder justement avait un petit peu rattrapé dans le côté de son Batman à lui. Malheureusement dans ce The Batman, c'est vraiment encore le délire Batman contre les terroristes, donc il y a vraiment décidément rien pour me plaire dans ce film-là. Moi, je ne vous le conseille pas, surtout pour la durée que ça dure. Sonic 2 par Jeff Fowler, la suite du premier film Sonic qui est sorti donc il y a quelques années maintenant. C'est une digne suite de ce qu'était le premier, à savoir que c'est même un film, je pense, que j'ai préféré au premier. On m'a offert le Blu-ray, je pense qu'il faudrait que je le revoie. Écoutez, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Moi, Sonic, alors je suis peut-être pas full objectif parce que je suis fan de Sonic de base, je pense que vous le savez, mais en essayant d'être objectif, c'est des films feel good quoi, c'est des films vraiment, en dehors du fait que ce soit Sonic, ils ont essayé de retranscrire vraiment cette ambiance qu'il y avait dans les films d'aventure, comédie familiale des années 90. Pas seulement parce qu'il y a Jim Carrey, mais évidemment ça y contribue beaucoup, mais de manière générale le film est feel good et un petit peu aventure des années 90. J'avais beaucoup aimé ça dans le premier et en fait il y a encore plus ça je pense dans le deuxième. Un des défauts du premier, c'est que le film se concentrait sur un personnage principal humain parce qu'il voulait qu'on s'identifie et du coup ça donnait des choses assez spéciales. Dans ce deuxième épisode ils ont laissé tomber ça, il y a toujours les personnages humains bien sûr mais ils sont en second rôle et on s'attarde vraiment sur Sonic, Tails, Knuckles, Robotnik et du coup on a vraiment un film Sonic blindé de références si vous aimez la Mega Drive, Sonic etc. Mais même si vous n'êtes pas de ce monde-là, ça reste un film très sympa, qui a un très grand succès auprès des enfants. Moi, les enfants que je connais, ils ont tous adoré dans mon entourage. C'est pas moi qui les ai forcés à aller dans un cinéma, je vous rassure. Mais ils ont vraiment tous kiffé ça. C'est un film qui a eu beaucoup de succès. Je pense tout simplement que la formule marche. Sonic 2, si vous n'avez pas vu, regardez le 1. Et si vous avez vu le 1, ça peut vous plaire. Et moi, je trouve que c'est encore même mieux que le 1. Ça va même encore un peu plus loin que le 1. Donc laissez-vous tenter par cette petite aventure très sympathique. Metal Lords par Peter Sollett, sorti sur Netflix, donc c'est un film Netflix. Un film Netflix sur le métal. Alors les films sur le métal, il y en a pas mal en vrai, depuis la nuit des temps, enfin en tout cas depuis que le métal existe. On va vous faire certainement une chronique avec John en live, mais ce n'est pas encore l'heure de ça. On a beaucoup de choses à vous dire sur ces films-là. Et donc Metal Lord, c'est un petit peu le dernier sorti en date. Un film sur le métal, un film sur des lycéens qui forment un groupe de métal, voilà, etc. En somme, une approche assez classique. Ça faisait longtemps qu'un film de ce genre-là n'était pas sorti. Pour les fans de métal, c'est toujours sympa. Alors c'est un film que je n'ai pas vraiment aimé, je vais tout vous avouer. Parce que ça se voit, alors je me suis pas renseigné sur l'équipe, je me suis pas renseigné sur le réa, mais ça se voit, vous me direz si c'est vrai ou pas, si vous êtes au courant, ça se voit que c'est un film dans lequel on met des jeunes en scène, qui a été réalisé
par des vieux. Ça se voit de ouf. Si vous voulez, il y a plein de choses à faire avec cette thématique. Et j'en ai un peu marre que quand on met des métalleux en scène dans ce genre de film-là, eh ben, on met des métalleux qui ont un look de glam metal des années 80, qui ont des posters de Maiden sur les murs, qui ont comme référence Led Zeppelin, Black Sabbath, etc. Je suis pas en train de vous dire que tous ces groupes-là c'est de la merde, mais je suis en train de vous dire que on n'est plus dans les années 80, quoi. On n'est plus dans les années 80. Et moi, si vous voulez, en tant qu'enfant des années 90, en tant que métalleux qui sort du néo-métal, je me suis jamais reconnu dans ces films-là. Parce qu'en fait, ils ne nous parlent pas. Ils nous parlent pas à nous, les métalleux nés après les années 90, en fait. Ils ne font que parler aux gens qui viennent du heavy metal des années 80. Mais ça fait longtemps qu'on a tourné la page, en fait. Et moi, j'aimerais bien voir dans ce genre de film-là des enfants qui s'intéressent au métal, mais qui le découvrent via Slipknot, via Korn, via System of a Down, via Rammstein, ou via même des groupes même plus récents, je ne sais pas, mais il faut changer d'air, les gars. Aucun jeune de 12 ans ne va découvrir le métal avec Led Zeppelin et va s'en inspirer full Led Zeppelin. Ça n'existe plus, en fait. Donc c'est dommage de rester un peu dans ce... Du coup, ça fait quoi? Ben, ça fait un film qu'on a déjà vu et revu et qui n'est même plus ancré dans son temps. Parce que à la limite, ce serait un film qui se passe dans les années 80, mais pas du tout. C'est un film qui se passe dans les années actuelles. Et donc, il y a un très gros problème de contraste. Et pour ceux qui s'intéressent un minimum à la musique, je pense que c'est hyper flagrant. Bref, Metal Lord, ça aurait pu être sympa, mais c'est dommage que ça s'encombre de ce genre de défauts qui font que c'est un film juste vu et revu et pas très intéressant, du coup. Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore par David Yates, l'éternel réalisateur des bons Harry Potter. Bon, moi je voulais pas aller voir ce truc là. je ne voulais pas aller voir ce film. J'ai été traîné dans la salle par ma compagne. J'ai détesté les deux premiers Animaux Fantastiques. J'ai trouvé que c'était des films très mauvais, qui ne racontaient vraiment rien, aucune ligne directrice, pas intéressant, trop long. Et toute la magie, tout le savoir-faire qu'il y avait dans Harry Potter n'est plus du tout au rendez-vous. Et de manière générale, je pense que c'est assez objectif comme avis, puisqu'on a vu que c'était l'avis d'une grande majorité de spectateurs finalement. Et ben, surprise, ce troisième épisode des Animaux Fantastiques ne fait pas tellement exception à la règle. Hein. Pour moi, c'était... En fait, j'ai aucun souvenir du film, pour être très honnête avec vous. Je me rappelle juste que Johnny Depp a été remplacé par Mads Mikkelsen, et je me rappelle juste de la scène finale, c'est tout. En fait, je suis complètement indifférent. Je peux même pas vous donner un avis parce que j'ai été complètement indifférent devant le visionnage de ce film-là. Voilà. Je ne vous conseille pas la série Les Animaux Fantastiques. Surtout, en fait, surtout si vous avez aimé Harry Potter parce que vous ne retrouverez rien du génie de Harry Potter dans cette série-là. Si vous êtes des grands fans de l'univers, peut-être que vous y avez trouvé votre compte. Malheureusement, ce n'est pas mon cas à moi. Voilà. Doctor Strange in the Multiverse of Madness par Sam Raimi. Alors, les films de super-héros, et notamment les Marvel, ça fait très 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 longtemps que ça m'a lassé au plus haut point, et que je considère que c'est des produits consommables, des merdes en fait, hein. Je vais pas être honnête avec vous, mais je considère que c'est devenu du cinéma de merde. Ça l'était peut-être pas au début, mais là, on est dans une indigestion totale de cette formule-là. Et moi j'en peux plus. Mais je suis allé voir ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi? Parce qu'il est réalisé par Sam Raimi. C'est l'unique curiosité qui m'a poussé à aller voir le film au cinéma. Parce que Sam Raimi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Et mon film préféré de tous les temps est un film de Sam Raimi. Je vous laisse d'ailleurs deviner dans les commentaires si jamais vous trouvez quel est le film, mon film préféré de tous les temps. Et indice, ce n'est pas Spider-Man. Voilà. Donc je voulais voir un petit peu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Sam Raimi faire un film et en fait ça me... comment dire, ça piquait ma curiosité parce que Sam Raimi, donc c'est un réalisateur que je respecte énormément et si vous voulez dans ce genre de film là on voit jamais la patte des réalisateurs parce que c'est plus un film des producteurs que des films de réalisateurs quoi, c'est à dire que c'est des produits finis, tac, formatés et les réalisateurs s'expriment très rarement et là je me suis dit Sam Raimi c'est quand même un grand nom. Je pense qu'il y a moyen qu'il lui laisse un petit peu carte blanche sur certains trucs. Et en fait, j'ai juste eu la curiosité de ça. Alors, le film n'est pas bon, à mon sens. Hein, il est malheureusement dans la lignée de tous les autres. Cependant, même si c'est un mauvais film, ça a été très bizarre. Sam Raimi a vraiment mis sa patte à lui dans ce film-là. Voilà. Il a vraiment mis sa patte à lui dans ce film-là. On retrouve des éléments, justement, qui viennent de films que j'adore dans ce Doctor Strange, ce qui est assez étrange, ce qui fait que je ne regrette pas d'y être allé. Après en soi, ça n'a rien à foutre là, et ça donne une expression vraiment dérangeante en fait. Donc, est-ce que je le conseille? Pas plus que ça, mais si vous adorez Sam Raimi, ça peut vous faire un bon trip en fait, parce que vous allez, vous allez avoir des éléments qui vont vous plaire.
Par contre, ça n'en fait pas un bon film. Gardez ça bien en tête, mais ça peut être une curiosité. Voilà, si vous aimez Sam Raimi. C'est un conseil un peu bizarre, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour ce Doctor Strange. Top Gun Maverick de Joseph Kosinski avec, bien sûr, Tom Cruise. Alors, vous en avez entendu parler, je pense, hein, ça a été un raz-de-marée en termes de communication. Et bien, Top Gun Maverick, ça a été un super moment dans l'année, en fait. Ça a été tout simplement la première leçon donnée au blockbuster de l'année. Ça a été Top Gun Maverick et Tom Cruise. C'est un film... Parce qu'au premier abord, tu vas te dire, bon, c'est un film, le scénar, il est classique, etc. Il n'y a pas que le scénar dans un film. C'est un film qui est bien plus profond, en fait, qu'il n'y paraît. Il y a un sous-texte qui est très intéressant dans ce film-là, qui parle de Tom Cruise, d'ailleurs, hein, qui parle aussi de son refus de vieillir et tout ça. Et moi, c'est un thème qui me parle un petit peu. Et en dehors de ça, voilà, Tom Cruise, il débarque avec ce projet. Avant tout, avec l'idée de dire, les gars, c'est encore possible de faire un blockbuster intéressant et à l'ancienne, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'il a fait. Ça a été un carton phénoménal et je suis très heureux que ce film ait été un carton phénoménal parce que, bah justement, là j'étais en train de vous parler de l'overdose des Marvel, etc. Pour moi, les blockbusters, ça fait très longtemps que c'est inintéressant au possible et que ça me prend la tête. Et là, j'étais juste heureux de voir, enfin, un blockbuster fait à l'ancienne, bien fait à l'ancienne, avec un grand spectacle, tout simplement, une histoire intéressante et un sous-texte vachement sympa. Voilà. Top Gun Maverick. Même des gens qui n'ont pas été fans de Top Gun, l'original, ont beaucoup aimé ce Top Gun Maverick. Moi, c'est un film que je vous conseille à 200%. Et même si vous vous intéressez pas forcément au sous-texte, etc., ne serait-ce que pour le spectacle, ne serait-ce que pour voir Tom Cruise et son équipe d'acteurs à bord de vrais avions F-18 avec des vraies séquences filmées, en vrai, rien que ça, déjà, le spectacle, il est incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller voir ou regarder Top Gun Maverick. Jurassic World, le monde d'après, par Colin Trevorrow. Bon, Jurassic World, c'est un très gros problème pour moi. Jurassic Park fait sans doute partie de mes films préférés ever. J'aime beaucoup Le Monde Perdu aussi, c'est un film que j'aime beaucoup, mine de rien, pas autant que le premier, mais je l'aime beaucoup. Malheureusement, bon, on va pas parler de Jurassic Park 3, malheureusement, Jurassic Park 4 est quelque chose c'est un projet en fait qui a été dans les bacs depuis très longtemps. Moi je suis des news sur internet depuis que je suis tout petit. Et ça a fini par aboutir sur Jurassic World, le premier, qui a été une catastrophe de mise en scène en fait. Hein, le film est une catastrophe. Le 2, pareil, et le 3, encore pire, parce qu'on nous fait la même chose, mais avec le coup de la nostalgie, on essaye de nous ramener les vieux papis de la trilogie originale, de les mélanger aux acteurs de Jurassic World. C'est une espèce de formule, ça, qu'on a essayé de nous remettre à toutes les sauces, à la Star Wars, à la Ghostbuster, à tout ce que vous voulez, à la Spider-Man. Ça, c'est la mode de ces années 2020, hein. C'est un truc de dingue. Et moi, je commence déjà à en avoir marre, alors qu'on est au tout début, putain. Mais si ce n'était que ça, non, c'est juste que c'est un ratage complet comme les deux autres. Et en fait, Jurassic World, plus que des films que je déteste, ce sont des immenses déceptions parce que je considère que les propos qu'il y a derrière ces films-là sont intéressants. Jurassic Park, pour ceux qui sont fans, vous le savez, c'est un film qui parle d'Hollywood, c'est un film qui parle de cinéma. Et Jurassic World, dans son propos, dans son script de base, est quelque chose c'est un film qui a des idées assez brillantes dans la continuité de ce délire-là, de parler de l'histoire du cinéma. Et ça aurait pu être tellement bien, mais malheureusement c'est très mal fait, c'est inintéressant possible, à la sauce de tous les autres blockbusters complètement ratés de ces dernières années. Et ce Jurassic World, pardon, numéro 3 ne fait pas exception à la règle, c'est un film que je ne vous conseille absolument pas. Bullet Train par David Leitch, avec notamment Brad Pitt. J'ai assez peu entendu parler de ce film, donc je sais pas trop ce que les masses en pensent en fait. Je sais pas si les gens ont aimé ou pas ce film là. C'est un film complètement barré. Écoutez, moi ça a été pour moi une bouffée d'air frais. Parce que j'aime beaucoup moi les films qui vont à 2000 et qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Et moi j'avais l'impression vraiment d'être derrière la caméra d'un fou qui voulait juste réaliser ses délires. Et écoutez, des fois ça peut être pas plus haut que son cul, mais ça suffit pour me faire plaisir. Et j'ai envie de vous dire, Bullet Train, c'est ça. C'est un film que je rematerai sans problème. J'ai pas revu, mais je le rematerai sans problème. Je sais que je passerai un bon moment et c'est un film complètement barré. Si vous aimez bien les films complètement barrés un petit peu des années 2000, on est un petit peu dans cette vague-là.
Je pense que c'est un film qui est fait pour vous, vous passerez pas du tout un mauvais moment, vous allez bien vous amuser, peut-être même que vous en redemanderez. Donc écoutez, moi je vous conseille Bullet Train si vous aimez les films un petit peu foufou, d'action évidemment, un petit peu barrés. Voilà. Everything Everywhere All at Once par Daniel Scheinert et Dan Kwan. Bah écoutez, Everything Everywhere All at Once, ce nom est très chiant, c'est un titre de film abominable. Bah en fait il est dans la même veine que Bullet Train, il est sorti juste après, et c'est un peu ce genre de film que j'aime bien aussi. Ça part dans tous les sens, évidemment, mais si c'est le genre de film que vous aimez bien, donc encore une fois, film d'action complètement barré, qui se prend pas au sérieux, avec de l'humour, ça va dans tous les sens, ça va à 2000, c'est bien plus énergique que Bullet Train même. Si vous aimez ce genre de délire-là, voir des gens faire du kung-fu dans du multivers qui n'a aucun sens, avec des plans de caméra qui n'ont aucun sens, allez voir ce film, je pense que ce sera fait pour vous a priori. Je suis pas très fan des changements sans cesse de format. Ce film il a des changements de format, c'est-à-dire que des fois ça passe en scope, des fois ça passe en 16/9, en IMAX, je crois que le film est sorti en IMAX. Enfin, c'est un film qui change de format tout le temps, c'est un délire, moi je suis pas très fan de ça, mais c'est un délire. Si vous aimez un peu le nawak, c'est un film qui peut vous plaire, voilà. Bon, c'est pas non plus la folie de l'année, mais franchement, c'était vachement cool, pour moi en tout cas. Le Visiteur du futur de François Descraques. Je vais pas m'attarder 1000 ans dessus parce que je vous en ai fait une vidéo tellement ça m'a intéressé. Un film français de science-fiction avec des couilles et avec une écriture super bien, une réalisation super bien. Enfin, qui a déjà fait ça en France ces dernières années? Personne. Est-ce qu'on a eu autre chose d'intéressant à part des... Alors les films d'horreur français sont parfois sympas, je l'avoue. Mais on est quand même vachement souvent dans la comédie familiale qui se répète énormément. Ça fait du bien en fait d'aller voir un film de science-fiction qui a une patte bien à lui. Le Visiteur du futur, que vous ayez vu la série originale ou pas du tout, ça vaut le coup. Allez voir ce film-là ou achetez-le en Blu-ray, en DVD, tout ce que vous voulez. C'est important de soutenir ce genre de truc parce que j'aimerais bien moi que le cinéma français se détache un petit peu de cette image qu'il a à la con de faire des comédies qui coûtent rien parce que c'est le plus rentable. Moi ça me saoule, le cinéma français, je trouve ça très déprimant en fait. Et là, on a une petite occasion de peut-être faire quelque chose. Merci à François Descraques et toute son équipe d'avoir eu les couilles de faire ça, et j'espère vraiment que ce n'est que le début d'une nouvelle ère tout simplement. Regardez Le Visiteur du futur. Halloween Ends par David Gordon Green, le dernier épisode de la trilogie de Halloween, le reboot de 2018. Alors, Halloween... Alors moi j'avais pas détesté le Halloween de 2018, qui en fait était la suite du premier Halloween. J'avais pas détesté ça, j'avais même bien aimé, alors ça pétait pas plus haut que son cul, hein, c'était pas la folie. Mais j'avais trouvé ça sympa moi, l'idée de... Oh merde, comment elle s'appelle l'héroïne de Halloween? Laurie Strode, l'idée de Laurie Strode qui se prépare pendant 40 ans à affronter Michael Myers qui finit par s'évader. J'ai bien aimé, moi, le délire du premier Halloween. Ce qui a complètement été détruit par Halloween Kills, le deuxième épisode, qui était une abomination sans nom, c'était horrible. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ce film? Je sais pas où ils sont partis, mais alors c'était immonde. Et alors, Halloween Ends, voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'ils veulent raconter? Je ne sais pas. Ça a été une catastrophe à regarder. L'affrontement final, c'est une déception, mais énorme. Enfin, de manière générale, ces trois films-là, c'est simple. Ils ont une photographie excellente. L'image est super belle. Les éclairages, c'est super beau. Mais alors, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, malheureusement. Franchement, ça raconte rien d'intéressant. Halloween Ends, passez à côté. Vraiment, ça ne vaut pas du tout le coup. Même pour le plus grand fan d'Halloween, franchement, ça ne vaut pas du tout le coup. Pinocchio, la version de Guillermo del Toro, sortie sur Netflix, parce que oui, vous savez qu'il y a aussi le Pinocchio de Zemeckis, qui est l'adaptation live de Disney, sortie sur Disney+. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un film original de Guillermo del Toro, fait en stop motion, avec des maquettes, qui ne s'inspire pas de Disney, qui s'inspire du conte de Pinocchio, mais qui l'a complètement remodelé à sa sauce. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez de Pinocchio, hein. Voilà, partez de ce principe-là. Je vais pas y aller par 4 chemins, c'est peut-être mon film préféré de l'année, parce que ça va se jouer avec peut-être le film qui reste dans cette liste-là. Mais ça a été une claque, j'ai passé un moment en totale immersion, pourtant c'est pas sorti au ciné, hein, donc je l'ai regardé sur la télé, sur Netflix, mais j'étais tellement immergé dans le film. C'est un film qui est magnifique, la réalisation est exceptionnelle.
La musique est très sympa. Moi j'aime bien. Alors il y en a qui n'aiment pas. Alors j'ai oublié son nom. Je suis désolé. Je vous l'écrirai. Hein, le nom du compositeur. Mais la musique est très sympa. Après vous aimez ou vous aimez pas. Mais ce qu'il a fait de Pinocchio, la façon dont il a remodelé l'histoire, c'est du génial état pur. C'est rigolo, c'est émotif, ça parle de thèmes qui me touchent énormément, ça parle de la mort, ça parle de la vie en fait, ça parle du temps qui passe. Et moi c'est parmi les thématiques qui me rendent le plus sensible, donc j'ai été très réceptif à ce film-là. C'est clairement le film que je vous conseillerais cette année, avec le film qui suivra derrière évidemment. Mais Pinocchio, si vous avez Netflix, c'est un truc à voir absolument. Si vous avez rien de prévu ce soir, ou si vous avez quelque chose de prévu d'ailleurs, annulez et regardez Pinocchio de Del Toro. Et enfin, on finit par le dernier film que j'ai vu cette année, en 2022, bien sûr, Avatar, La Voix de l'eau, par James Cameron. Alors Avatar, moi j'étais assez jeune hein, quand le premier... Enfin jeune. J'étais ado quand le premier est sorti, et je sais pas tellement pourquoi, j'ai pas été complètement conquis à ce moment-là par Avatar, par le premier Avatar, que je n'ai jamais revu depuis. Alors j'avais beaucoup aimé parce que techniquement c'était ouf, et parce que la 3D, ben, moi j'ai toujours été fan de 3D et de technologie de l'image depuis mes premières visites au Futuroscope en fait, hein, tout simplement. Et de savoir que Cameron avait foutu ça sur des vrais films dans tous les cinémas de France, j'avais trouvé ça ouf, j'avais adoré ça, et j'étais très excité à l'idée que derrière tous les films allaient être en 3D. Bon, malheureusement ça s'est planté parce que personne n'a jamais réussi à faire un vrai film bien en 3D, quasiment personne, derrière Avatar. Ok, dommage. Mais je l'ai revu récemment, alors sur la télé, hein, ce n'est pas la même claque qu'à l'époque, mais j'ai plus apprécié la deuxième lecture de cet Avatar, et du coup on s'est lancé, on allait voir Avatar, La Voix de l'eau, donc le phénomène de cette fin d'année quelque part. Mais écoutez, tout à l'heure je vous ai parlé de Top Gun Maverick, je vous ai dit que c'était la première leçon des blockbusters de cette année. Et ben la deuxième leçon pour les blockbusters, c'est Avatar, La Voix de l'eau par James Cameron. Ça c'est James Cameron qui revient et qui vous dit les gars, c'est comme ça qu'on fait un blockbuster, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on émeut un spectateur dans une salle, que ce soit par les personnages, que ce soit par l'histoire, que ce soit par la technique, les images que vous allez voir, ou la réalisation, ou les musiques que vous allez entendre, c'est comme ça qu'on fait. Et ça fait tellement du bien. Déjà que le film est une tuerie à la base, le fait qu'on va obligatoirement le mettre en comparaison avec les autres blockbusters qu'on a à côté, à savoir, pour la plupart, des films de super-héros vides et sans âme, en fait ça fait du bien quoi, ça fait vraiment du bien. Vous allez vivre une magie que vous n'avez pas du coup vécu depuis longtemps, bah, depuis peut-être même le premier Avatar en fait, hein, si ça se trouve, hein, tout simplement, parce que les blockbusters depuis le premier Avatar, vraiment, ça n'a pas été la folie furieuse, hein, franchement, hein, en termes de valeur cinématographique, en termes d'émotion, en termes d'intérêt, franchement les gars, c'est vraiment pas la folie. Faites un historique sur ce que vous avez vu ces 10 dernières années en blockbuster, en grand cinéma de divertissement tout public. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Terminator 2, qu'on n'a pas eu vous voyez, de films avec une moelle comme ça, des films de Spielberg de l'époque des années 80. Ça fait longtemps que les blockbusters, c'est plus ça, hein, fondamentalement. Et bien là, Avatar, La Voix de l'eau nous rappelle que bah, ça peut toujours exister en fait. Si on donne des clés à des gens comme ça qui ont du talent, bon là pour le coup, il n'a pas que du talent, il a aussi du bagage, on peut avoir des films de dingue. Alors évidemment, on va pas s'attarder, mais la technique, les gars, la technique de ce film, les effets spéciaux, les personnages, la 3D, l'image, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous allez là, je pense que c'est vraiment la première fois. On peut vraiment. C'était déjà une claque le premier Avatar, mais là, c'est la première fois, je pense qu'on peut vraiment dire que là, des images qui sont toutes fake, hein, toutes fake. On dirait vraiment, on fait pas le distinguo entre des vraies images et des images de synthèse dans Avatar, La Voix de l'eau. C'est impossible. C'est une maîtrise absolue. Enfin, moi j'ai jamais vu ça avant. Alors juste petit bémol, le film est en 48 images secondes, ce qu'ils appellent le HFR, High Frame Rate. Donc c'est un film qui va 2 fois plus vite qu'un film normal, c'est-à-dire qui est normalement 24 images secondes au cinéma. Ça a été testé avec le Hobbit à l'époque, alors c'était pas la folie, les gens ça leur avait pas beaucoup plu, mais c'était pas mal pour la 3D, parce que vu que l'image était plus fluide, en 3D ça donnait une image un peu moins floue. Bon, c'était avant tout pour ça. Mais là, très bizarre, James Cameron a voulu faire son film comme ça, mais à la place d'avoir fait le film entièrement en 48 images secondes, il alterne entre le 48 et le 24 images secondes. Je sais pas vraiment pourquoi, ça a été décidé comme ça,
mais ça donne une impression que le film se met à laguer tout le temps. C'est très désagréable, je ne comprends pas. Voilà, c'est le seul truc que je dois reprocher à ce film, c'est ça. Je comprends vraiment pas d'où ça sort ce truc-là. Mais bref, en dehors de ça, foncez voir Avatar, la voix de l'eau, s'il vous plaît. Et rappelez-vous ce que c'est un blockbuster agréable à regarder, qui nous laisse des choses en tête une fois que le film est fini, et qu'on a envie d'aller revoir. Juste pour ça, merci James Cameron. Voilà, donc évidemment, j'ai pas vu tous les films qui sont sortis en 2022, je vous ai pas énoncé tous les films que je suis allé voir en 2022, mais comme je vous ai dit, les plus marquants, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, que je retiens de cette année-là, bah c'est ceux-là, voilà. Alors dites-moi dans les commentaires le film que vous avez préféré de cette année-là, peut-être que c'est un de ceux que je viens d'énumérer, peut-être que c'est un de ceux sur lesquels je viens de cracher, mais n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci, tout le monde a des avis différents, ou peut-être même que c'est un film que je n'ai même pas énoncé. Donc n'hésitez pas à nous faire ce retour-là en commentaire. Je vous souhaite évidemment, si vous regardez cette vidéo à temps, de joyeuses fêtes de fin d'année 2022. On se retrouvera, ne vous en faites pas, en 2023, début 2023, pour le même genre de vidéo, mais sur les jeux vidéo, bien sûr, de 2022, ça, parce que c'est quand même le truc de base de la chaîne. Écoutez, en attendant, alors bien sûr, si vous l'avez toujours pas vu, le film Le Metal Geek, Le Croisement des Mondes, le film d'action-comédie qui parle de jeux vidéo, il est toujours disponible sur la chaîne. Allez le voir, ça peut vous plaire, hein, si c'est votre truc. On se voit très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Pensez à vous abonner, à partager, à cliquer sur le petit like. Moi, je vous fais de très très gros bisous les geekos et je vous dis à très bientôt. Salut.